À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. L'année 1998 s'achève. Elle nous laissera des souvenirs forts. 6 francs 55 957, c'est la parité officielle et définitive entre le franc et l'euro. C'est en spectateur que Richard Virenque et Alex Zouleux vont désormais suivre la deuxième partie du Tour de France. La décision de les exclure a été prise par la Société du Tour de France. Vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Le Parlement a repris ses travaux pour voter cette fois-ci définitivement la loi sur les 35 heures, appelée la loi Aubry. Grand Prix goes to la Vita Bella Roberto Benigni. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Que j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est? Vive la République. On est champions. Et vive la France. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. First I was afraid, I was petrified. C'est des mots en anglais qu'on n'a pas arrêté d'entendre en France en 98 lorsque la France est devenue championne du monde. Aujourd'hui, les jeunes qui sont nés en 98 sont bientôt majeurs. Ils sont nés avec Zizou sur l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, on parle éventuellement de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. 1998, la génération est avec moi en plateau. J'ai invité aujourd'hui des jeunes espoirs du foot, des gens qui sont dans le foot, qui vont être dans le foot, qu'on entendra peut-être partout dans les années qui viennent. Il y aura également Lilian Thuram et Pascal Blanchard de la génération 98. Et j'ai avec moi une belle brochette de vainqueurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les gars? Moi, je m'appelle Armel Bouvry. J'étais pas né en fait en 98, donc j'ai pas vu. Et je fais du foot en amateur depuis quelques années. Et sinon, je suis au lycée et j'entraîne des petits. Je m'appelle Ilyes Ramnani, j'ai 21 ans. Et donc en 98, j'étais chez moi, je sais pas, 3 ans, je sais pas si je dormais ou pas, au coup de sifflet, je me rappelle pas. Et aujourd'hui, je suis journaliste sportif donc pour le Bondi Blog et Eurosport en partie. Et j'entraîne aussi des jeunes joueurs à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Moi, je m'appelle Elias. En 98, j'étais dans les bras de ma mère qui était devant la télé. Je suis dans le club de Armel aussi, on est en amateur et sinon, je suis à la fac. Moi, je m'appelle Bamba et là, je suis au Red Star FC en U19 et j'étudie en fac à la Sorbonne. Moi, c'est Souleymane et je suis aussi au PO avec Armel et Elias. En 98, j'étais pas né et je fais un BTS. Alors moi, je m'appelle Bradley Danger. En 98, j'étais chez moi, mais je pense que je regardais pas le match parce que j'étais très jeune. Maintenant, je suis au centre de formation du Havre Athletic Club. Voilà, je fais du foot depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, France 98? Est-ce que vous êtes né l'année où la France était championne? Enfin, pour nous, c'est un peu des exemples parce que c'est quand même la plus grande distinction que peut avoir un joueur de foot, pour moi, d'avoir la Coupe du Monde. Donc les 11 joueurs qui étaient là, pour moi, c'est des exemples et c'est quelque chose d'historique et c'est assez gratifiant d'être né presque au moment où la France a gagné cette Coupe du Monde. Toi, tu as joué en équipe de France. Ouais. Donc est-ce que vous en parlez de cette équipe-là? Ouais, je suis aussi en équipe de France avec le fils de Zidane, Lucas, son deuxième. J'en parle avec lui et on a regardé des reportages ensemble, même s'il les a déjà vus et moi aussi, mais ça fait rêver. Et on a envie, on est en équipe de France pour ça, pour gagner des titres. Donc ouais, ça fait rêver. T'as dit le mot magique, Zidane, et je crois qu'il a un truc à nous dire. Bonjour, Françaises et Français. Ceci est une interruption du gros journal. Je veux passer un grand coup de gueule. Mouloud, je suis pas content. Je suis venu à ta première émission et je veux venir au gros journal. Tu reçois des stars de la chanson, Kanye West, Justin Bieber et pas Zizou. Alors je vais chanter. At first I was afraid, I was petrified.
Keep singing I could never leave you without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong. I will survive. I will survive. Vous aviez quel âge à l'époque du coup de tête de Zizou? Parce que ça, c'est aussi un marqueur. 8 ans. 8 ans? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'exemplarité. On se rappelle de la une de l'Équipe qui a lancé la polémique en disant « Mais qu'est-ce que vous allez dire à ces 10 millions d'enfants ?» Comment est-ce que vous, à 8 ans, vous avez pris ce coup de tête? Moi, j'y croyais pas en fait. J'étais devant la télé, je comprenais pas ce qui se passait. Genre, pour moi, c'était un rêve, c'était pas possible, quoi. Enfin, il écrasait tout ce qu'on venait de vivre pendant 80 dans 100 minutes presque. Et c'était un rêve qui s'effondrait, quoi, devant tout le monde. Mais t'as pas mis des coups de tête dans la rue après? Non. Voilà. Non, même si je voudrais lui ressembler sur le terrain, je vais pas l'imiter dans tout. Donc il n'a pas eu un impact néfaste sur la jeunesse, comme on a voulu le dire, Zidane? Non, il n'en a pas. D'ailleurs, le journal qui a écrit ça, c'est excusé après. C'est bête de penser, même petit, même à 8 ans, tu sais ce que c'est être impulsif. Tu as déjà vu des réactions excessives chez les gens, chez tes parents, chez tes potes, etc. Donc tu sais faire la différence. Je trouve que c'était sous-estimé, et les jeunes et les moins jeunes, quoi. Et comment vous l'avez vécu, vous, le coup de tête? Parce qu'on vous entend pas trop. En général, c'est ceux qui parlent moins qui en donnent le plus. Moi, au début, j'étais mort de rire. Je trouvais ça drôle, mais après, bon, j'ai vu les raisons et bon, il avait pas si tort que ça. J'étais trop énervé contre les Italiens. Ah ouais? Durant tout le match, il n'y a pas que contre Zidane. Hein, quand Cannavaro, il met un coup sur Henry quand il part tout seul. Plein de petits gestes comme ça qui font... Il voulait faire sortir en fait les joueurs du match, et en particulier Zidane. Tout le match, il l'attaque. En prolongation, ils lui font péter les plombs. Et ça a marché. Donc, et à 8 ans, tu avais déjà conscience de ça? Tu avais cette lecture du foot? Pas à 8 ans, mais un peu après, sur ton reportage, même les interviews qu'il a données en disant que durant tout le match, il parlait de sa famille, Henry aussi. Moi, vous savez ce que je pense, c'est que depuis 98, rien n'a changé et que la jeunesse restera la jeunesse avec ses défauts et ses qualités, que c'est juste l'époque qui a changé, mais la jeunesse réagit toujours de la même manière. Et on a avec nous quelqu'un qui a vécu France 98 et qui a fait gagner la France. Et on est très content de l'avoir sur ce plateau, c'est Lilian Thuram. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on n'aille pas en finale. Je veux dire, on en a tellement rêvé qu'il était hors de question qu'on baisse les bras. Merci d'être avec nous, Lilian Thuram. Bonsoir. Ça va? En pleine forme. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Bien sûr. Vous avez grandi dans quelque chose de très compliqué. Est-ce que vous sentez, vous faites partie d'un pays qui est compliqué, d'une génération qui est compliquée à vivre, où il y a de plus en plus de divisions? Comment vous avez vécu ça en grandissant? Je pense c'est... Allez-y, jeune homme, je vais parler peut-être après. Je pense que je sais pas si c'est compliqué de vivre dans notre monde actuel, mais je pense que c'est les responsables politiques, certains, et les médias qui la rendent compliquée. Par exemple, depuis 2008, donc depuis la crise, ça va pas très bien, on essaie de trouver quelqu'un, on essaie de trouver un coupable. Le coupable, il va être plutôt celui qui est un peu en marge ou celui qu'on n'essaie pas forcément d'intégrer. Ça va être celui qui va être issu de l'immigration, celui qu'on va dire oui, lui, il n'est pas intégré. Il n'a pas envie d'être français. Par exemple, l'histoire de Marine Le Pen, si on regarde bien, c'est toujours cette idée de oui, lui, il vient voler mon travail, il est en marge, il n'est pas comme moi, il n'est pas français. Il n'est pas dans ma communauté, il n'est pas en France. Et donc, je pense que c'est les gens qui ne sont pas de notre génération qui rendent notre génération compliquée à vivre. Je trouve que c'est extrêmement dangereux de dire aux enfants qu'avant, c'était mieux. Moi, je suis arrivé dans la région parisienne en 1981. J'étais l'un des seuls petits garçons noirs de ma classe. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de mixité dans la société. Donc je pense que c'est extrêmement dangereux de laisser croire aux enfants qu'il y a plus de racisme aujourd'hui, alors que ce n'est pas le cas. Donc si on dit toujours que c'est négatif, vous allez les plomber, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous raconte. La preuve en est, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que les choses ont changé. Et voilà pourquoi, parfois, ils vont vers l'extrême, parce qu'ils ne veulent pas, justement, du changement. Moi, j'ai de la chance d'aller dans des universités. Et effectivement, je dirais qu'il y a une diversité de personnes qu'il n'y aurait pas eu il y a 20 ans ou 30 ans. Je dis pas que tout est négatif et que c'était forcément
beaucoup mieux avant. Mais par contre, il y a des problèmes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas forcément à l'époque. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas forcément l'arabe qui pose problème, mais le musulman. Enfin, il y a des choses qui sont déplacées, mais en tout cas, il y a un discours raciste qui s'est peut-être libéré par rapport, y compris dans le débat politique, etc., par rapport il y a 20 ans. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui existent. Et par contre, le foot, en tout cas pour ce que je connais à Aubert, etc., mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits, le foot, c'est un des endroits justement où le vivre ensemble, tu vois, cette expression qu'on entend tout le temps, il existe vraiment, tu vois, dans le foot, dans les centres de formation, en équipe de France, dans le niveau amateur, à tous les niveaux. Tu as des gens de toutes les religions, de toutes les origines. Tu as vraiment des gens tu as vraiment la société française pour le coup, et ça se passe super bien. Tu n'as pas de problème identitaire, tu n'as pas de problème d'origine, etc. dans le foot. Voilà pourquoi le sport, et en règle générale le sport collectif, permet justement de créer des liens. Et c'est parfois ce qui manque dans la société, c'est-à-dire que les gens qui ont très souvent des idées extrêmement négatives sur d'autres personnes, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. On a rencontré, il n'y a pas très longtemps, les membres de l'équipe de France. Omar Sy leur a posé une question, et pour le coup, ils en avaient assez conscience. Est-ce que tu peux poser une question à nos amis de l'équipe de France? J'ai envie de la dire, bonne chance pour l'Euro, ça va être chaud, c'est ici. Foutez pas la honte. Mais on parlait de France 98, qui a quand même beaucoup aidé. C'est devenu le symbole d'une période de la France. S'il nous faut un bon Euro 2016, on pourra peut-être lancer un nouveau délire. Donc vous avez votre part à faire, les mecs. Tu leur as mis la pression, les pauvres. Ben ouais, mais c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, il y a de la pression. Qu'est-ce que... On va aller répondre. Attendez, Rafa. Écoute, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. On sait qu'il y a de la pression sur les joueurs professionnels. C'est notre métier, notre quotidien. Donc après, on sait aussi l'engouement que l'Euro amène. Et on sait qu'on a peut-être la possibilité de rendre heureux les Français, d'apporter de la joie, du bonheur. Il n'y a rien de plus beau que de gagner une compétition dans son pays. On l'a vu avec France 98. Voilà, c'est magique. Et aujourd'hui, oui, on se donne le droit de rêver de ça. C'est pas seulement un rêve, ça peut être réalité. Donc, on va se donner tous les moyens pour y arriver. Bon, malheureusement, c'est pas arrivé, mais on a quand même rêvé jusqu'à la finale. Ouais, mais je pense qu'effectivement, les joueurs qui représentent l'équipe de France peuvent questionner fortement la société dans laquelle ils vivent, et notamment sur l'appartenance. Qu'est-ce que c'est de français? Parce que très souvent, je rencontre des jeunes qui ont du mal à se penser français. Ils se pensent à travers leurs origines. Et donc je pense que ça aussi, c'est un discours à tenir. On peut demander aux joueurs de faire l'effort, de réfléchir, etc. Et c'est plutôt bien. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, pour beaucoup, ils viennent de quartiers très populaires. Ils ont grandi, là, pour les joueurs actuels, avec les émeutes de 2005 dont tu parlais, avec tout ça. Finalement, est-ce qu'on leur a appris à être français? Est-ce que l'image de la France qu'ils avaient et avec laquelle ils ont grandi, c'est pas une police qui marchait pas très bien, une école qui marchait pas très bien, etc. Enfin, faut aussi se poser toutes ces questions-là, au lieu de, aujourd'hui, les prendre à 25 ans avec pas toutes les armes pour affronter cette question et leur dire soyez français et montrez-le. C'est plus compliqué que ça, je pense. Il y a aussi quelque chose qui m'a toujours dérangé dans l'époque France 98, et c'est des mots que je ne supporte pas. C'est les mots black, blanc et beurre. Je ne supporte pas le mot black et le mot beurre. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas noir, blanc et arabe? Parce que peut-être qu'en France, on aime bien parler anglais, je ne sais pas. Si on va plus loin, la société française n'est pas composée seulement de ces personnes en question. Il y a d'autres aussi. Donc voilà, il y a des personnes d'origine asiatique qui sont très souvent oubliées lorsqu'on parle des discussions sur qu'est-ce que c'est être français. Je me souviens très bien, lorsque j'étais sur les Champs-Élysées, lorsqu'on a défilé, eh bien oui, il y avait des personnes de toute origine, de toute religion, de toute couleur. Et je pense que c'est ça la France, et il faut défendre cette idée-là. Et c'est à eux de construire cette France qui sera apaisée demain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être le couvercle sur la cocotte minute? Non, c'est encore une fois, comme je vous ai dit, le foot est avant tout aussi politique. Donc c'est une récupération politique. Mais ça permet aussi de se questionner en disant, voilà, vous acceptez certaines diversités dans l'équipe de France.
Peut-être qu'il faut accepter des diversités en dehors de l'équipe de France. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre et on est très content qu'il soit là. Il s'appelle Pascal Blanchard. Est-ce que vous pouvez le présenter? Alors, Pascal Blanchard, c'est un historien, c'est un ami. Il est fantastique, donc écoutez bien. D'accord? Si je vois quelqu'un qui n'écoute pas, attention. Lilian Thuram, il a percé, il vient de lancer un invité. Tout d'abord, félicitations pour le documentaire sur l'équipe de France. Merci. Produit par Black Dynamite et Eric Anzo, à qui on envoie des chaleureuses salutations et du courage pour l'épreuve qu'ils traversent en ce moment. On parlait tout à l'heure du mot black, blanc, beurre. C'est aussi une expression qui est abordée dans le documentaire. Et on parlait aussi du couvercle sur la cocotte minute. Vous avez raison, c'est comme une cocotte minute, et en même temps, d'un seul coup, on découvre que ça chauffe ensemble et qu'on peut gagner ensemble. Donc c'est paradoxal ce moment. D'un côté, il nous amène quelque chose d'incroyable, être ensemble nous permet de gagner, et en même temps, on découvre qu'une victoire ne permet pas de résoudre les problèmes sociaux, ce qui est toujours le cas. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot racaille? Une racaille, ça peut être quelqu'un, un chef d'État peut être une racaille par exemple, ou un politique actuellement. On peut dire qu'il y a une racaille là, qui est en train de se faire attraper. Mais voilà, Jeune homme, qui êtes-vous? C'est très bien. Ça me plaît, ça. Lilian? Mais effectivement, en règle générale, qu'on entend racaille, c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Et effectivement, avoir un mauvais comportement, ça n'a pas de couleur ou de religion. Voilà. C'est devenu un terme extrêmement péjoratif pour désigner ceux qui vivent dans les quartiers, qui n'auraient pas la vraie couleur ou la bonne couleur. Ça a remplacé jeunes de banlieue, ça a remplacé le travailleur immigré d'une époque, ça a remplacé le sidi des années 30, ça a remplacé le négro. C'est un mot qui aujourd'hui est désigné par ceux qui sont au cœur du pouvoir ou dans les belles villes pour désigner ceux qui seraient en périphérie. Et on le sait bien, on l'entend bien, quand on désigne ceux qui chanteraient un peu l'esprit racaille, ceux qui auraient un esprit racaille, ceux qui se comporteraient comme des racailles. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. C'est devenu un terme pour désigner tous ceux qui ne seraient pas dans la norme. Alors certes, ils ont entièrement raison, on peut être racaille de partout, mais ça dépend d'où on parle. Mais aujourd'hui, on sait qui le cite, qui le dit et qui désigne. Benzema. On en parle dans le film, on le dit même, qu'il a été considéré comme une racaille par beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques, et qu'il a été même à un moment par des officiels désigné comme la racaille absolue. Manuel Valls est carrément allé prendre le micro pour donner son avis sur ce que devait être ou pas l'équipe de France. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que Karim Benzema vienne dans l'équipe de France. C'est lié plutôt à un rapport complexe à l'altérité dans ce pays. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre qu'on peut être maghrébin, antillais, africain, asiatique et symboliser la France. Parce qu'on est dans un processus qui paraît simple, mais des fois, Lilian le dit, il y a à peine un siècle et demi, l'esclavage existait encore. Il y a à peine 70 ans, les colonies existaient encore. Il y a à peine 40 ou 50 ans, à Marseille, on tuait des Algériens parce qu'Algériens. Cette histoire est à la fois proche et lointaine. Donc on a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre que tout ça, ça fait la France. Donc certains ont encore cet esprit-là de reprendre des vocabulaires de désignation qui les mettraient à la marge comme s'ils n'étaient pas comme nous. Donc ce « nous » dont nous parle et la désignation que porte à ce moment-là Manuel Valls, elle est déjà totalement décalée du réel, de qui on est. Et quand il le désigne, en fait, il est en train de désigner toute une histoire qu'il porte avec lui, comme si, en fin de compte, Benzema racontait toute l'histoire de ceux qu'on a désignés depuis toujours. En réalité, c'est un peu plus complexe. C'est pas un collectif à travers Benzema, c'est un individu. Et en fait, Benzema n'a pas été vu comme un individu qui est bon ou mauvais. Le point de vue peut exister pour tout le monde. C'était pas le débat. Voilà, mais d'un seul coup, il portait le poids de toute une histoire sur ses épaules. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. T'es pas d'accord? Parfois, qu'on critique quelqu'un pour son comportement, ça ne veut pas dire qu'on critique tout le monde. Il faut faire très attention, parce que sinon, on tombe dans le piège de nous et eux. Écoute, je vais vous montrer un truc. Il y a quelqu'un qui était dans la tourmente, qui est Serge Aurier, et qui a eu son affaire avec Periscope. Il s'est excusé. Il s'est fait l'affaire tout seul avec Periscope. Oui, il s'est fait l'affaire tout seul. Il a eu son Periscope. C'est pas Periscope qui est venu le chercher. Periscope, une chicha, et on sait comment ça termine. Et ça se termine toujours mal, voilà. C'est la preuve. Faut pas faire deux choses en même temps. Voilà la réponse de Serge Aurier. Je me réveille après l'affaire Periscope. J'avais l'impression que tu avais tué quelqu'un. C'est... Comment t'expliques qu'à chaque fois qu'un joueur de foot dérape, il se passe ça? Moi, je suis mieux placé pour t'expliquer, donc je pense. Tu sais, aujourd'hui, on est des exemples pour des enfants, pour des gens, tu vois. Il y a des gens qui payent des billets pour venir nous voir, qui font des kilomètres pour venir nous voir, tu vois. Il y a même des gens de Chine qui viennent à l'entraînement pour regarder nos entraînements, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il a raison ou pas pour vous?
Tu as le droit d'avoir un point de vue contre ou pour, de dialoguer dessus, de trouver que c'est bien ou mal, parce que c'est ça une démocratie, et que oui, tu as à un moment un rôle d'exemplarité. Et en plus, quand tu portes le maillot national, tu as un double rôle d'exemplarité. Pour toi, déjà, dans ton comportement social, et pour ce que tu symbolises, pour tous ceux qui te regardent. Pas simplement ceux qui payent leur billet, ça c'est un peu trivial. Simplement pour ce que tu symbolises pour une nation. Tu peux rien, pendant un moment, tu symbolises le collectif. Je vous montre un dernier truc qui n'existait pas en 98, c'est Snapchat et Instagram. C'est la tablette qui n'existait pas, c'est ça que tu m'avais montré. Il n'y avait pas ça à votre époque. Regardez ce qu'ils font les footballeurs. No, Panda, you can't be in the video right now. It's a surprise. Que estoy en la cama con mi hermano, el gringo. ¿Conoces? ¿Conoces en gringuito? Vous de vouloir manger ma montre. Voilà. Regardez-le. Bloquez. Bloquez. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Les gens, peut-être ils sont en bas, en train de jouer aux cartes, mais ils sont tous du bas. Ok, parce que le boss is right here. Let's love, baby. Don't worry. Be happy. Les réseaux sociaux, ça raconte quoi des footballeurs? Pas plus que des autres. Par contre, c'est vrai que ça raconte une chose des fois qui est terrible, c'est de constater par exemple qu'à Benzema, c'est 40 fois, je crois, plus de followers qui le suivent que le président de la République. Donc ça veut dire que ce qu'il dit a 40 fois plus d'écho. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas Lilian Thuram faire un Instagram ou un Snapchat. Faire des dabs. Oh là, dites pas des choses que vous ne savez pas, jeune homme. Tout va arriver. J'ai pas tout ça. Pas de dab, jamais. Hein? Le dab. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un peut lui montrer un Qu'est-ce dab? que votre fils le fait, non? C'est pas marqué, c'est ça? Comme ça. Ah, d'accord, ok. Non. Non. Trop vieux. L'Ixas d'épaule. Ouais. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai, je trouve ça questionne en fait. Toujours ce rapport à soi-même. Et ils font souvent, très souvent, il y a des photos où il n'y a que eux. Et personne d'autre. C'est pas vrai ça? Est-ce que c'est vrai sur Instagram? Vous avez que vos photos ou pas? Bah, en même temps, on va pas mettre des photos d'autres gens. C'est vrai, non? Mais non, ça pourrait être des photos des amis, des paysages. On en met des fois. Non, c'est pas. Non, il y a la photo des. Moi, j'ai pas Instagram, par exemple, paysage, mais lui devant. Le président a fait pareil. Lilian, qui a fait gagner la France en 98, est-ce que, avant de partir, un message à ces jeunes qui sont nés en 98, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Le plus important, peut-être, c'est apprendre à avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille. Et ne pas vous fixer de limites. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous le pensez. Et bien évidemment, il faut rencontrer des gens qui vont vous aider à devenir ce que vous avez envie de devenir. Parce qu'on ne se fait pas tout seul. Très souvent, il y a des gens qui se disent « ouais, moi je me fais tout seul ». C'est impossible. Et donc, il faut aller chercher les informations pour pouvoir grandir le mieux possible. Et n'oubliez pas d'aller voter. Et votez bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était très important que vous soyez tous les deux dans le Gros Journal parce que vous adhérez totalement aux valeurs qu'on essaie de défendre dans cette émission. C'est vrai? Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Bon, sauf qu'on s'habille pas en Matrix, mais... Attention. Hein. Très bonne fin de soirée. Merci. En tout cas. Bonjour à tous, c'est Masqué et bienvenue dans ce numéro masqué spécial foot. C'était un bruitage. S'il y a bien un art qui est proche du football, c'est le rap. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir d'où est né le copinage entre ces deux cultures. Alors moi, j'ai une théorie toute bête. Comme en économie où on a la pyramide des besoins, dans la vie de tous les jours, on a la pyramide des galériens. C'est simple, au sommet des objectifs d'un galérien, il y a le football. Hein. Si jamais tu réussis pas à être footballeur, tu finis rappeur. Et dans l'éventualité où ces deux alternatives ne sont pas possibles pour toi, tu finis humoriste. De ce fait, je pense que tous les rappeurs à la base c'était des footeux. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils nous sortent tout le temps les mêmes excuses en interview. Non, à la base, moi je devais signer à Arsenal. Et puis tu connais, je me suis fait les ligaments croisés. Carrière niquée, frère. T'es au courant que c'est pas ça les ligaments croisés? Donc moi je suis un menteur. Non, pas du tout. C'est où les ligaments croisés? C'est au niveau du coude. Voilà.
Après, ça n'empêche pas les footballeurs de cumuler 2 emplois, hein, parce que quand on regarde sur le terrain, je peux vous dire qu'il y en a certains, c'est forcément des comiques vu leur niveau de jeu. Par contre, du côté des rappeurs, je peux vous dire que niveau référence footballistique, on est vraiment servi. Bah c'est limite si les rappeurs actuels, c'était pas des commentateurs sportifs. Matuidi pour Cavani à l'entrée de la surface, le crochet est magique, le passement de jambes, magnifique. Le crochet est magique, le passement de jambes est magnifique. Et c'est la roulette à la Zidane, la frappe en roule est finie dans la lucarne. En tout cas, il y a quelque chose que Lilian Thuram et Pascal Blanchard n'ont pas connu à leur époque, c'est les coupes de cheveux des footballeurs. Et on va en parler avec la personne qui coupe les cheveux de tout le monde. C'est une star dans le milieu, mais réellement, on est hyper content de la voir. Le mec, pour moi, c'est un artiste et je lui envoie tout mon respect. Michael va être avec nous dans un instant et Zizou a encore une intervention à faire. Bebeto Romario, Igo Gelatek, Zamorano Di Baggio à Batistuta, les attaquants au ballon, carte partie Poucave, Gang Gang, Shvelmili, Sola Sega Sega, Chico Chico, Hola Hola. Hello girl, tu toucheras pas la balle, te fais la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville, hein? Bene, bene. Belek, tu sors une arme, sans l'arme de Yema et Yema. Bene, 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 bene. Comment ça va, Maï? Ça va très bien, merci. Alors, question très simple. Ici, on a un joueur qui a joué en équipe de France, qui est voué à un très grand destin de professionnel. Est-ce que tu peux le reconnaître à sa coupe de cheveux? Ça se voit tout de suite. C'est Bradley. Tout ça. Il y a juste le nom, là, Bradley. Tu sais qu'il y a un truc bien derrière. Bradley Danger. Bah oui, Danger. Est-ce que ça se chante? Bradley Danger. Ah, je sais pas si tu veux chanter, chante, hein, mais moi je sais pas si ça chante. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est une des premières apparitions à la télé de Bradley, j'en suis super fier. Tu vas voir, mon pote. Et dans 3 ans, il va plus répondre au téléphone quand tu vas l'appeler. Dans des années, on te ressortira cette émission et tout. Ouais, j'espère que c'est pas la dernière, j'espère. Mais j'en suis sûr. T'inquiète, touche du plateau. Je touche alors. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, pour comprendre, t'es la personne que tous les joueurs de foot appellent, clairement. Il n'y a pas un joueur de foot qui n'est pas passé sous ta tondeuse. Il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns qui ne sont pas passés dessus, comme Lilian Thuram, mais parce qu'il n'a pas de cheveux. Mais je coiffe son fils. Et tu as un salon de coiffure. Ouais, tout à fait. Pour bien comprendre ton travail, on a envoyé John Soulo, notre reporter John Soulo, dans ton salon. Mouloud m'a demandé d'enquêter sur le coiffeur qui a plus la cote en ce moment. Il a coiffé Pogba, Ronaldo et j'en passe. Aujourd'hui, j'ai la chance de me faire coiffer par lui. Le coiffeur est situé en Seine-et-Marne, dans le 7-7. C'est parti, regarde ce que j'ai imprimé. Ça va tes héros, ça? Posoir la Ferrière. C'est loin. Il y avait un panneau « Attention sanglier ». Après 6 heures de route, nous y voilà, on arrive au salon et devinez c'est où? Dans un... Bonjour à tous. Bonjour le coiffeur parisien. T'attaques direct. Ah c'est comme ça. Soulo, enchanté. Ah oui, t'es sur mon Instagram. Putain, le mec, il m'a demandé les cheveux roses, t'as vu ou pas? Qui? Ah, il y a un gars qui t'a demandé les cheveux roses. Ouais. T'as coiffé Cristiano Ronaldo. Les gens, ils s'imaginent peut-être une personne, c'est arrogant, ce genre de truc. C'est le mec le plus simple. Il parle avec toi comme s'il te connaissait depuis des années. Tu vas y faire une couleur phosphorescente. Phosphorescente. Les lumières de boîte de nuit, ça fait ça. Le soir. Et moi j'apparais. Juste. Il y a des clients qui t'ont demandé la tête de la fouine. Ils demandent Cyril Hanouna sur son crâne. Ouais, bah c'est fun, c'est génial. Moi je trouve ça top. On est avec Amine, un autre cobaye. Ça va quoi Amine? Ça va et toi? Une coupe en général, tu peux la garder combien de temps? 2 semaines, 3. Moi j'aime bien changer un peu. Et là actuellement toutes les coupes de Pogba, c'est toujours toi qui les fais? Ouais, de temps en temps. Je peux pas y aller tout le temps en fait parce que c'est compliqué avec le boulot ici. On t'a demandé la coupe de Joule? Oui. Ah ouais. On m'a demandé de faire les doigts comme ça. J'ai refusé. J'ai refusé. En plus, c'était sur un enfant, c'est le père, on a l'impression qu'il forçait son gamin. Oh. Ah ouais, donc tu vois. Le signe Joule sur le crâne. Ouais, mais finalement, je lui ai juste écrit Joule. Ok. D'ailleurs, j'espère que la prochaine fois, je ferai ce logo-là à Mouloud. Ça va ou pas? Appelle-moi le gros. Appelle-moi le gros. Appelle-moi le gros. Appelle-moi le gros. Crâne. Alors, explique-nous comment c'est venu. Comment on passe de coiffeur normal à coiffeur de footballeur? On regarde Dragon Ball Z, on se dit, je veux que tout le monde
et la coupe de Vegeta? Ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. C'est vrai? Non, déjà, je suis coiffeur de tout le monde, pas que des stars. Non. D'ailleurs, on le voit dans le salon. Pour le coup, ce qui est assez dingue, c'est de se dire que les mecs du monde entier se font coiffer chez toi. Exactement, c'est ça. C'est un plus, enfin un plus. Ouais, moi, je suis le coiffeur de tout le monde. Je suis pas que coiffeur. D'ailleurs, j'aime pas trop quand on catalogue, tu sais, coiffeur de stars, ceci, cela. Je suis coiffeur de monsieur tout le monde, tout simplement. Comment t'as démarré? Comment j'ai démarré? C'était en 2008. Le premier que j'ai fait, c'était Muntari. Il jouait à l'Inter. Un ami qui le connaissait, puis il est venu à la boutique. Et après, fil en aiguille, réseaux sociaux, ce genre de choses. Et tu reçois après des messages, et voilà. Donc en fait, c'est un milieu très petit, le foot, tout le monde se connaît. Ouais, complètement. Tous les joueurs se connaissent. T'as déjà entendu parler de ton travail? Ouais. Bah oui. À l'Euro, on voit plein de photos, même sur les réseaux sociaux, partout. C'est cool. C'est combien une coupe chez toi? 17 € la coupe. Même pour une star? Même pour une star. Tu viens au salon, c'est le même prix pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une star, il doit payer plus cher qu'un autre. Parce qu'on a du mal à le faire comprendre aux gens, et on l'a vu quand on est allé rencontrer Serge Aurier, c'est que c'est vraiment des mecs de quartier qui restent avec leurs potes de quartier. Exactement. Et qui ont gardé la mentalité quartier et qui n'hésitent pas à aller en banlieue se faire couper les cheveux. C'est exactement ça. Paul, il habite juste à côté de chez moi, enfin Paul Pogba. Et du coup, en fait, c'était comme ça. Pas Paul la boulangerie. Hein. Et du coup, depuis, ça va faire quoi, 5 ans peut-être que je le coiffe. Et il vient souvent, tout ça. Il y a tous les clients, il est là, il se mélange avec tout le monde. C'est quoi la coupe la plus chelou? La plus chelou? Tous les jours, j'en fais une chelou. Tous les jours? Vraiment, mais que ce soit n'importe qui, vraiment. Mais par contre, on me demande toujours les coupes de Paul. Ah ouais? C'est Paul Pogba qui traumatise tout le monde. Mais c'est à cause des mecs comme ça, moi, mes petits au foot après, Robert, ils font des coupes de malades, il y a des graffitis sur leur tête, je comprends pas. Et avant de les faire sur Pogba, t'essayes avant? Enfin, tu testes? En fait, c'est pas que je teste, en fait. C'est un truc de ouf. J'ai des potes, non, parce que... j'ai des potes qui viennent toutes les semaines et puis, tu sais, je m'entraîne sur eux. Il y a des cobayes, quoi. Voilà. Ouais, parce que c'est... Mais alors, tu les dessines sur un papier avant? Comme un tatoueur? Non, avec la tondeuse, j'y vais directement. Pour moi, la coiffure, c'est un art. Il n'y a même pas à discuter. Un coiffeur, c'est un artiste. C'est comme si tu avais appris à dessiner avec une tondeuse, en fait. En fait, déjà, de base, je dessine plutôt pas mal. Et du coup, en fait, ça m'aide. Donc, tu viens du monde du dessin? Ouais, j'adore. J'adore dessiner. C'était Dragon Ball Z, les premiers dessins. Mais j'en étais sûr que c'était Dragon Ball Z. L'influence des coupes de joueurs. Vegeta, c'était le meilleur. T'as vu ta tête quand t'as fait Vegeta? Vegeta, c'est clair. Ouais, et puis du coup, ça m'aide. Moi, j'ai un mug. Quand tu mets de l'eau chaude, Vegeta, il se transforme en super guerrier. Non, c'est vrai. Et est-ce que vous, y a des gens qui viennent jouer au foot avec vous avec des coupes vraiment cheloues? Bah, moi, j'ai tenté. Ah, c'est fini. Mais bon. Je me disais bien, avec cette veste de chanteur de funk. Ouais, moi, j'ai tenté, mais bon, ma mère. Elle t'a dit quoi, ta mère? Ça passe pas trop. T'avais tenté quoi? Une petite crête teinture blonde. Petite crête teinture blonde, on dirait qu'il commande une crêpe. Ouais, mettez-moi une œuf poulet et fromage. Et du coup, le lendemain, j'ai fini boule à Z. Ta mère, elle t'a engueulé? Ouais. Comment elle t'a dit quoi, ta mère? Est-ce qu'elle a parlé avec toi ou elle t'a juste dit? Non, elle a pas parlé, elle a juste agi. Ça arrive souvent, ça? Ouais. Je pense que c'est dans tous les centres pareil. Tout le monde veut faire des crêtes teinture blonde, marron, rouge, des dessins. Après, c'est avec les parents. Par rapport à la religion ou des trucs comme ça passe pas. Ça passe crête. Ouais, voilà, ça passe pas. Ouais, c'est partout, dans tous les centres, il y en a qui essayent de faire des choses comme ça. Est-ce qu'avant, on aurait pu penser que mec de cité égale fer à lisser? Bref, si tu veux percer comme PNL, il te faut absolument des cheveux lisses. Moi, personnellement, j'ai tout testé. Lissage, défrisage, huile d'olive, tout sans succès. Donc, je me suis pas cassé la tête. Je suis allé à Château d'Eau et j'ai acheté une perruque. Oh, you touch my tralala. T'en vois plein? Que ça? Des mecs qui ont leur fer à lisser? 1 sur 2. Moi, comme 99% des Arabes, je suis complexé par ma chevelure frisée. J'ai donc décidé de m'appeler FAL pour faire à lisser. Je trouve que le blaze, il montre assez bien mes ambitions et mon combat. Ah, mais c'est sérieux. Un mec sur 2 a un fer à lisser. C'est une enquête de Bernard de la Villardière. Non, mais c'est limite ça. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Et ils viennent comment? Est-ce qu'ils achètent des produits de défrisage? Alors, le défrisage, ça c'est tous les jours on m'en demande. La base? C'est la base. Ça, c'est la base, le défrisage. Quand tu auras la calvitie après. Pour pas avoir les cheveux qui bouclent, tout ça. Il y en a trop, ils font ça. Ouais, après, c'est des modes. C'est des modes. Hein. La crête, justement, pendant un moment, il n'y avait que ça. Maintenant, c'est plus les curly, ça change. On va terminer l'émission en vous montrant une des aventures incroyables de Sébastien Abdelhamid. C'est quelqu'un qui a une spécialité que tu connais. Je connais très bien. Voilà, il rigole déjà. Il est très aimé chez les joueurs de foot. Hein. Il est comme ses coupes de cheveux. Sébastien Abdelhamid fait partie des gens. Tu sais pas pourquoi. Il est sur les Instagram de tous les joueurs de foot, c'est comme ça.
Et il fait chez nous des caméras cachées qu'il appelle plus c'est gros, plus ça passe. Et il a simulé une séance de dédicace de joueurs de foot. C'est gros et ça passe. Bonjour. T'aimes bien le football? Bah moi j'ai gagné la Coupe du Monde 98. Vous étiez sur le banc, mais vous n'avez pas joué. J'ai joué un match, je sais pas si vous vous rappelez, je rentre 10 minutes, France-Danemark. Sur le but d'Emmanuel Petit, je lui fais la passe décisive. Ah oui. Ouais. Quand même. Ouais. Et ben voilà. Moi je me souviens très bien. J'ai mon nom, Vincent Charbonneau, sur ma coupe, chez moi. La 86, ça sera toujours. Voilà. Puis où certains étaient plus jeunes, là maintenant, on a les 15-20 ans qui n'ont pas connu. Bah c'est ça. C'est fou. Moi, je croise des gens dans la rue, ils me reconnaissent pas. C'est pas notre génération, donc voilà. C'est un peu dingue. J'ai gagné la Coupe du Monde quand même. C'est pas rien. Bon, c'est quoi votre livre d'ailleurs? Alors, ça s'appelle. C'est les précommandes là. Ça s'appelle Sur le banc. Ah, sur le banc. Ouais. Ah bah oui, d'accord. Ouais, Ça racontait un petit peu les avatars de cette équipe. Exactement, parce qu'on se dit, France 98, tout est beau, tout est rose. Oui, sauf qu'on sait qu'il y a forcément derrière toujours des petits problèmes. Hein. Exactement. Faut pas être trop naïf non plus. Donc je décris tout ça dans le livre. Je décris de comment on passe de l'euphorie de la victoire d'une Coupe du Monde à... je suis un petit peu l'oublié de France 98, quoi. Alors évidemment, ce que vous avez écrit, c'est subjectif, puisque c'est votre vision à vous. Exactement. Voilà. Je suis un insider, on va dire. Voilà, je suis à l'intérieur de l'équipe. Je raconte des choses qui ne sont jamais dites, quoi. Bah oui. Moi, je suis content quand je rencontre des gens comme vous. Vous avez encore les souvenirs, vous vous souvenez l'émotion qu'on a provoquée, quoi. Et ça, sincèrement, ça n'a pas de prix. Quand même participer à quelque chose de Se dire qu'on est dans l'histoire. Ouais. Je suis dans l'histoire. Tout est démesuré. Vous vous appelez comment? Guillaume. Guillaume. Je vous fais un petit cœur avec. Oh, est-ce que vous êtes gentil. Alors, regardez, je vous donne même une médaille. Je vous mets une petite médaille. Allez, je vous la mets. Allez, vous mettez ma médaille. Hop, je ne vais pas vous faire mal. Voilà. Tu prendras les coordonnées de la dame pour la précommande du livre. Je viendrai ici, moi. D'accord. Et voilà. C'est charmant, merci. Parfait. C'est gros. Le livre sort en fin février. Fin février. Sur le banc, Destin brisé. Ça marche. Et ça passe. Voilà, bien évidemment, le livre Sur le banc, Destin brisé n'existe pas car Sébastien Bellamy n'a jamais joué dans l'équipe de France 98, mais Lilian Thuram, oui, et il était avec nous. Quel est le joueur de France 98 qui vous a tous le plus marqué? Pour finir l'émission. On le sait tous, c'est Zidane. Zidane aussi. Zidane. C'est Zizou. Hein. Zizou. Thuram. Non, Zizou aussi. C'est vrai que Thuram pas mal quand même. En demi. Eh ben, il était là et Zizou est là aussi. Ouais, encore Zizou. Faut m'inviter. Que des numéros 10 dans ma team. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Front kabyle sur poitrine de Materazzi. Moi, c'est Zizou du 92, Zizi. Merci d'être venu au Gros Journal. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous de continuer à défendre ce que vous avez défendu aujourd'hui. C'était hyper important d'avoir votre génération, parce que c'est vous qui allez voter pour la première fois cette année. On nous dit toujours que la jeunesse vote pas, mais le premier parti chez les jeunes, c'est pas le FN, c'est l'abstention. Est-ce que autour de vous, les gens ont envie d'aller voter cette année? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Non. Moi, les gens même dans ma classe, tout ça, parce que je suis au lycée, ils n'ont pas vraiment envie de voter, quoi. Ils se disent bon bah on va voter, mais de toute façon ça changera rien, quoi. En fait, on a l'impression un peu d'être, on a pas l'impression qu'on nous écoute pas vraiment et que qu'on vote ou pas, ça va rien changer. Moi personnellement, je vais voter, mais si je vais voter pour plutôt éviter que le FN passe que pour vraiment représenter ce que je pense, quoi. Je pense, en tout cas moi, pour ma part, c'est ce que je ressens. Qui va voter ici? Pas moi. Ah, moi, je sais pas. Tu sais pas? Moi, je vote pas. Tu votes pas? Pourquoi tu votes pas? Parce que déjà, je sais pas pour qui voter. J'ai pas appris. Je connais pas trop la politique pour l'instant. Donc. T'as ta carte d'électeur ou pas? Non. Non? T'as pas voulu la demander? Non. Et quand t'entends la politique, y a personne qui t'intéresse? Non. Qu'est-ce que t'aimerais entendre pour que ça t'intéresse? Je sais pas trop. Hein. Sur quelle problématique tu voudrais qu'il se positionne pour que tu dises ah mais ouais peut-être que ce mec mérite qu'on vote pour lui? Qu'on soit à peu près, qu'on soit tous égaux, qu'il n'y a pas de différence entre les personnes, qu'elles soient de religion musulmane, chrétienne ou n'importe quelle religion, qu'il n'y ait pas de différence. Et s'il y a ça, pourquoi pas les voter?
Donc si vous voulez que les jeunes votent pour vous, travaillez l'égalité, peut-être que vous allez les intéresser. Merci d'avoir regardé le gros journal. Je vous laisse avec le CFC et une grosse soirée foot sur Canal+. C'était une émission spéciale consacrée à France 98 et à la génération de ceux qui sont nés en 98. Je profite du fait qu'on soit diffusé juste avant le CFC pour faire un gros câlin d'amour à Pierre Ménès. Pierre, rétablis-toi bien. On n'a jamais l'occasion de te le dire assez et on est tous avec toi. Je laisse la parole au CFC. On se retrouve lundi en clair à 19h sur Canal+. Et je vous embrasse. We don't believe you, 'cause we the people.